connu ça par le passé dans d'autres sports quand je pratiquais. Non, non, juste supporter, tranquille, quoi. On essaye de s'y intéresser. Je connaissais pas le volley avant que mon fils en fasse. Donc j'ai découvert le volley à travers mon fils. Et puis j'aime bien l'esprit d'équipe qu'il y a, comment ça se passe, et du coup je les laisse gérer. Alors s'ils gagnent, c'est mieux, hein, c'est toujours mieux quand ça gagne. Mais supporter simplement. Ok. Sandra? Moi, je suis plutôt parent. Enfin, après, j'attaque juste, mais plutôt parent le dernier aussi, je pense. Après, ça viendra peut-être avec le temps. Elle a commencé que l'année dernière dans un club où, bon, avec le confinement, ça s'est arrêté. Puis en plus, ça avançait pas comme il faut et c'était pas entraîné comme moi j'aurais souhaité. Alors, pas du tout que je sois sur les entraînements, mais on leur apprenait pas, par exemple. Je suis de la Motte, pardon. Je suis pas du tout du coin, mais je suis du club de la Motte. On leur apprenait pas l'esprit d'équipe et ça m'a gêné. Et c'est ce que j'ai aimé à la Motte quand on a fait le premier entraînement, c'est vraiment convivial et de village. Ça, j'ai apprécié. Et là, elle a fait que 2 cours, mais en 2 cours, elle a fait des choses qu'elle n'a même pas commencé à faire dans le premier, enfin des trucs. Donc c'est super bien. J'accompagnerai, je pense, j'irai à chaque fois parce que je suis très intéressée par ce qu'elle fait. J'ai fait du volley en étant jeune, j'en ai beaucoup fait. J'ai entraîné des équipes aussi. Bon, j'avais pas le choix parce qu'on était un peu seuls, donc je l'ai fait. Donc ça m'intéresse de là entraîner des jeunes où je ne suis pas capable, donc je pense que je ne le ferai pas. Par contre, je peux aider et j'aime bien me motiver. J'aime bien qu'elles s'entendent bien, enfin des choses comme ça, quoi. Et voilà, et suivre un maximum. Après, je suis restée à ma place. Voilà, elle joue bien, je joue bien. Il faut qu'elle apprenne. Et donc, du coup, si elle est remplaçante, elle est remplaçante. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Merci. Michel? Moi, j'ai mon petit-fils qui fait du volley, ça fait depuis 3 ans maintenant. Moi, je suis plutôt supporter, mais au fond de moi, c'est sûr que j'ai envie qu'il gagne. Mais il a aussi l'esprit compétition et surtout, il est mauvais joueur. Alors bon, il faut aussi arriver à leur apprendre ça à perdre. Voilà. Ok, merci. Maëlys? Alors Maëlys, attends, qu'est-ce que… J'ai déjà oublié ce que tu m'as mis dans les messages. C'est peut-être toi qui peux pas parler. Alors peut-être, voilà, si Maëlys, peut-être tu peux nous mettre un petit texte. Je vais donner la parole à la suivante. Voilà, si tu peux nous mettre… voilà, tu nous mets, pour ma part, je n'ai que le rôle de coach. D'accord, ok, bon, ça marche. D'accord, Catherine? Alors moi, je suis pas parent de volleyeur, je suis parent de gymnaste, mais sinon je suis secrétaire d'un club de volleyball dans le nord de Lyon, Neuville-Montané Volleyball. Pour ce que j'ai eu à côtoyer des parents, puisque j'ai quand même l'année dernière assisté à pas mal de matchs de jeunes qui ont été lancés dans notre club, j'ai eu soit des parents supporters, soit des parents absents. Voilà, mais je pense que Julien pourra en dire plus puisqu'il a côtoyé de plus près les parents du club. Et ce qu'on compte faire, c'est leur faire un retour de ce qui s'est dit à cette réunion. Quand on les organisera une réunion avec tous les parents, voilà. Parce qu'on est un petit peu en retard sur notre communication par rapport aux parents. Et voilà. Voilà pour moi. Ok, merci. Laetitia? Alors, petit message, je suis au club de Boège. Alors, je sais pas si je le prononce bien, par contre. Ma fille de 8 ans, mon fils de 4 ans, d'accord. Peut-être juste Laetitia, savoir si pour l'instant tu es juste parent ou si tu as déjà une action au niveau de ton club. Voilà, si tu peux nous mettre un petit message là-dessus. Et après, est-ce que j'ai donné la parole à tout le monde? Non, il manque Laure. Voilà, je suis Evan depuis 1 an en accompagnant. D'accord, ok. Merci Laetitia. Laure, s'il te plaît. Oui, donc vous m'entendez? Parce qu'en fait, Oui. ouais. Comme vous ne me voyez pas, j'espère au moins que vous m'entendez. Bonjour à tous. Alors, donc mon fils est au club de Chambéry depuis, il a démarré là cette année. Donc, je suis entre le supporter et l'absent pour la simple et bonne raison que ces entraînements tombent pendant que je ne suis pas là. Je suis moi-même au sport. Donc, c'est vrai que là, les premières fois, je me suis arrêtée pour dire un peu bonjour à tout le monde.
mais maintenant, je suis plutôt absente. Je le dépose et on le récupère. Mais bon, en vrai, je vais quand même… je vais essayer de connaître un petit peu le volley et puis venir l'encourager dès que je pourrai, quoi. Voilà. D'accord, ok, super. Merci, merci à tout le monde pour ce petit tour de présentation. Bon, je commence un peu mon déroulé. Il ne faut pas hésiter à mettre un petit message ou des fois m'arrêter s'il y a des trucs sur lesquels vous voulez me poser des questions. Voilà. Soit vous levez la main comme ça ou vous mettez un petit mot. De toute façon, j'ai l'œil sur la conversation et les messages. Donc, si vous me postez un message, je le vois en direct. Juste un petit point d'information. J'ai oublié Julien, pardon, qui nous a rejoint. Excuse-moi, Julien. Pardon, vas-y. Du coup, moi, Julien, je suis pas parent, mais entraîneur sur le club de Neuville-Montané, comme Catherine disait tout à l'heure. Après, sur ce que j'ai comme parent, sur l'ensemble des catégories qu'on a, c'est surtout cette année, on a beaucoup de parents absents qui trouvent que le volley est un drive. Donc, ils posent les enfants, ils les récupèrent à la sortie. Et on verra si ça reste comme ça ou pas pour les matchs ou si ça évolue avec les rencontres. Et après, sur moi l'année dernière, des parents, quelques parents supporters et puis d'autres absents. Mais pas de fanatiques, de choses comme ça. On n'a pas les extrêmes. Voilà. D'accord, ok. Merci. Alors, c'est parti. Bon, vous allez voir, je parle vite et puis je donne beaucoup d'infos, mais vraiment, je prendrai pas mal si à un moment donné vous dites stop. Parce que voilà, quand je suis parti, je suis parti. Julien, tu as déjà fait une formation avec moi. Oui. Tu sais comment ça se passe. Déjà, juste un petit point d'info, ça c'est important que vous sachiez. D'un point de vue santé, c'est-à-dire que on est vraiment dans une situation où, en gros, on a moins de 50% des gamins aujourd'hui qui ne respectent pas les 60 minutes d'activité physique quotidienne par jour qui sont préconisés par l'OMS. C'est-à-dire qu'on a un vrai recul. Depuis 40 ans, les enfants ils ont perdu 25% des capacités cardiovasculaires. Voilà. Donc, la société a évolué, clairement. On est plus souvent devant les tablettes. Les enfants vont moins au sport, se déplacent moins. On est en net recul par rapport à ça. Donc, ça, c'est juste un petit point d'information qu'il faut que vous sachiez. Et le volley, en plus, clairement, nous, quand on est débutant, en plus, c'est un sport qui peut être rapidement un petit peu statique. Donc, ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Alors, l'éducation commence à la maison. L'éducation commence à la maison. Il y a vraiment une co-responsabilité entre les parents d'un côté et ce qui se passe au gymnase de l'autre. Et évidemment, les clubs et les entraîneurs ont besoin de la coopération des parents. Ça peut sembler assez évident, mais trop souvent, les enfants sont simplement déposés à la salle de sport. Ça, c'est quand même une réalité. Et il y a vraiment une co-responsabilisation par rapport à tout ça. Il faut bien comprendre qu'un club aujourd'hui, les dirigeants des clubs sont à un moment donné ou ont été les parents d'enfants à un moment donné qui se sont mis à l'activité. Donc, la porte d'entrée sur être dirigeant d'un club, c'est soit parce que j'ai joué, soit parce qu'à un moment donné, mon enfant a fait du volley. Donc, il y a à la fois une prise de conscience d'un côté des parents sur, ça ne peut pas simplement se limiter à j'inscris mon enfant, j'envoie ou je dépose la lettre d'inscription en début d'année et puis c'est terminé. Et il y a aussi une prise de conscience du club sur comment fédérer ses parents, comment rendre l'implication dans un club intéressante. Et parce que trop souvent, les clubs se plaignent, ils se disent « Ouais, mais nous, les parents, ils nous les déposent et puis on ne les voit pas. » Mais quand on les interroge et qu'on leur dit « Mais clairement, quelle stratégie vous avez mis en place pour fédérer les parents ou favoriser leur implication dans l'activité sportive de leur enfant ou tout simplement dans le club ?» En fait, on se rend compte qu'il n'y a rien, absolument rien qui a été mis en place concrètement. Donc, il y a vraiment, j'ai envie de dire, une co-responsabilité des deux, une prise de conscience des parents d'un côté et une vraie réflexion du club de l'autre. Alors, créer du lien parent-club. Donc là, je peux vous donner un peu des pistes. La communication est devenue très importante. Donc, une séance d'information en début d'année, pour moi, ça me semble vraiment nécessaire en début de saison. Peut-être, par exemple, une réunion avec les primo-arrivants, c'est-à-dire regrouper et fédérer les parents des nouveaux licenciés du club pour, à un moment donné, leur présenter
le club, comment ça se passe et comment ça s'organise. Souvent, les parents, ils sont à des années-lumière d'imaginer qu'un club de volley, ça tient souvent avec 3 bouts de ficelle et un briquet sur 3-4 personnes bénévoles qui sont elles aussi des parents la plupart du temps et qui se retrouvent un peu à tout faire alors que un club de 100 licenciés, c'est des tâches administratives incroyables, c'est un nombre d'équipes à encadrer, c'est des déplacements à gérer. C'est souvent l'envers du décor. Souvent, les parents, la plupart du temps, ne se rendent pas vraiment compte de ce que ça peut être de gérer un club associatif de 100 licenciés, par exemple. Donc, une réunion de rentrée, ne serait-ce que pour expliquer comment ça fonctionne, ça me semble important. Une deuxième réunion qui, elle, pourrait être une réunion d'équipe, où là, en fait, l'entraîneur va regrouper les parents de son collectif et là, va informer sur, voilà, l'équipe va s'entraîner tant de fois, on attend de votre enfant un certain nombre de droits et de devoirs, d'accord, hein, donc on peut très bien imaginer une charte de la jeunesse construite au niveau du club, mais une espèce de mini-règlement où voilà, le club d'un côté s'engage à un certain nombre de choses par rapport à votre enfant, donc s'inscrire ou s'engager sur tel et tel championnat, s'entraîner régulièrement, donc 2 fois par semaine, avoir des stages pendant les vacances, etc. Il y a tout un nombre de choses que le club met en place pour le jeune et inversement, il faudrait lister en gros ce que le club pourrait attendre des parents. Donc, en termes d'attitude, déjà sur quand vous venez supporter votre enfant, mais aussi sur quel point le parent pourrait venir aider, filer un coup de main sur les différentes tâches du club. Donc, ce type de réunion de début de saison, pour moi, c'est important. Parce que si, entre guillemets, on réagit au mois de décembre pour dire « Ouais, mais vous n'êtes jamais là. Ouais, mais on aimerait vous solliciter. » J'ai envie de dire, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, avoir cette mise en place dès le début de saison pour essayer d'informer et en tout cas de créer du lien et une communication, on a trop souvent des entraîneurs qui disent « Ah ben, tel parent, c'est clair, lui, je ne l'ai jamais vu. » D'accord, tu ne l'as jamais vu, seulement est-ce qu'à un moment donné, tu l'as appelé ou est-ce qu'à un moment donné, tu l'as invité à un regroupement de parents pour ton équipe. Voilà. Donc c'est vraiment, ça se joue des 2 côtés. Alors pratiquer en toute sécurité. Alors bon, il y a une partie administrative en début d'année, sur lequel effectivement on peut pas couper, mais déjà prendre les coordonnées de l'enfant. Alors même si c'est les coordonnées, souvent on vient renseigner, c'est l'adresse mail et le téléphone des parents. Trop souvent sur les fiches licences, cette partie-là n'est même pas remplie, ce qui devient un peu problématique puisqu'on se retrouve à courir après les coordonnées. Et ça pourrait être aussi sur une fiche de renseignement, c'est-à-dire sur la fiche d'inscription du club, on pourrait très bien interroger les parents sur une compétence qui serait susceptible de mettre au service du club. Voilà. Donc, quel métier faites-vous? Quelles compétences pourriez-vous mettre au service du club? Donc ça, sur une fiche de renseignement, dès le départ, ça pourrait être intéressant. Principe de certificats médicaux, bon ça je pense que vous connaissez, hein, donc il y a une fiche médicale A où on va cocher pratiquement par défaut le simple surclassement. Ouais, j'ai une question, je t'en prie. J'ai une question là-dessus. J'ai entendu dire que le certificat de l'année dernière, si elle avait déjà une licence, marchait encore. C'est vrai ou pas? Alors c'était vrai, parce qu'en fait ils ont changé, c'est-à-dire qu'on avait un certificat médical qui pouvait être valable 3 ans. Et en fait, pendant les 2 années qui suivaient, on pouvait cocher un questionnaire de santé qui suffisait et qui évitait de retourner chez le médecin à la rentrée. Sauf que là, avec le Covid et ce qui s'est passé, cette année, c'est un peu différent. Ils ont redemandé à ce que tout le monde refasse un certificat médical pour la nouvelle année. Ouais, Julien. Non, ça a été annulé, ça. Ah, ça a été annulé. Ouais. Tu vois, tu es plus à jour. Donc, le certificat médical fait l'année dernière est encore valable 2 ans. Du coup. Ok, super. Merci. Ah, d'accord, ça a rechangé. Bon, super. Bon, merci. Ça évite de les amener chez Toubib en période de Covid, surtout. Enfin, amener tous ces jeunes dans les salles d'attente des docteurs. Ouais, ils ont dû revoir leur copie par rapport à ça. Ouais, ok. Une précision, si le certificat médical a 2 ans, c'est pas bon? Il faut qu'il soit de l'année dernière ou pas? Alors normalement c'est 3 ans. Enfin c'est 3 ans à compter de la date du certificat. Ça veut dire que s'il est fait en 2019, il est valable jusqu'en 2022, je crois. D'accord, le truc normal, quoi. Ça pas été... Ouais. Alors, je peux apporter une précision, c'est que ça sera valable si votre petit-fils il a fait du volley, s'il a été licencié en continuité depuis le premier certificat médical. Si c'est un renouvellement, voilà. D'accord.
D'accord. Bon, sur la partie administrative, je vois qu'il y en a qui sont à jour. Sur la fiche médicale B, donc là, il s'agit du double surclassement. D'accord. Ce double surclassement, voilà, il y a tout un tas de tests type électrocardio qu'il faut faire en plus pour avoir le double surclassement. Par exemple, le M15 qui veut jouer contre des M21, bon, il va lui falloir un double surclassement. Donc là, on va être sur une fiche médicale B. Il existe au niveau de la Ligue un triple surclassement régional. Ce triple surclassement pourrait permettre à un minime, donc M15, de jouer sur du niveau senior. Ce triple surclassement est réservé aux jeunes qui ont participé aux stages régionaux, c'est-à-dire qu'ils ont été vus par les entraîneurs de la Ligue, d'accord ? Et donc on a pu les voir techniquement à l'entraînement. Donc il y a une procédure avec des tests médicaux comme sur le double, plus une validation technique pour qu'ils soient autorisés, d'accord ? Donc le triple surclassement, il est spécifique. Après, il existe un triple surclassement national, mais lui réservé aux jeunes qui sont en pôle espoir. Voilà, ça c'est juste à titre informatif. Par rapport alors ouais, pensez aussi aux fiches d'autorisation de quitter seul le gymnase. Ça se fait pratiquement jamais dans aucun club. Et pour autant, trop souvent, les jeunes, ils partent et souvent, on ne sait pas comment ils partent. Certains, ils partent à pied, ils rentrent chez eux. D'autres, oui, mais ma mère m'attend sur le parking en voiture. Voilà. Donc, soit effectivement, il y a la fiche d'autorisation de quitter seul le gymnase, soit effectivement, vous demandez aux parents de venir chercher vos jeunes à l'intérieur du gymnase. Voilà. J'ai envie de dire que voilà, tant qu'il n'arrive rien, effectivement, il n'y a pas de souci jusqu'au jour où. Et en fait, quelque part, c'est aussi un moyen d'avoir les parents et puis ne serait-ce que juste un échange. Alors, ça s'est bien passé. Ah oui, tiens, je voulais vous demander. Et avoir ce petit lien, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Un petit point sur les cotisations des clubs. Ça, c'est important aussi de comprendre qu'une cotisation, quand on prend une licence de volley, elle se divise en deux parties. Une partie qui va à la fédération. Cette partie qui va à la fédération, elle est fixe. Et en fait, sur cette partie à la fédération, il y a aussi un volet qui est dispatché à la ligue, donc la ligue régionale, qui organise les compétitions et tout le volet au niveau de la région, et aussi au niveau du comité, qui lui organise au niveau départemental. D'accord ? Et c'est là où on va avoir une fluctuation de prix, puisque d'une ligue à l'autre ou d'un comité à l'autre, on a des disparités de subventions publiques ou de nombre de salariés, qui fait que ce montant il peut être amené à varier. D'accord ? La part fédérale, elle reste fixe. Après, on a une part ligue et on a une part comité qui fluctue. Et cette addition des trois, ça fixe le prix de la licence. Et en fait, vient se rajouter la cotisation club. Et là, c'est le club qui va fixer sa partie à lui pour avoir le montant total de la licence. Et là, on a de grosses fluctuations. Il faut savoir qu'une licence club d'un club à l'autre, on est parfois sur des clubs avec des licences à 110 €, voire moins de 100 €, et des clubs à 250 € la licence. D'accord ? Donc, c'est souvent cette part club qui vient expliquer ce gros delta d'un club à l'autre. En fonction qu'on ait un club de 40 licenciés et qu'on joue qu'au niveau loisir, donc on n'a pas de frais de déplacement, forcément, ce n'est pas la même chose qu'un club de national qui a plusieurs équipes qui traversent la France, voilà, avec tous les frais que ça peut occasionner. Voilà. Et dans cette cotisation, en fait, on va retrouver l'achat de matériel, ballon, filet, maillot, le défraiement des cadres techniques et des entraîneurs, qui sont dans un petit sport comme le volley à 90% du temps bénévoles, donc qui entraînent pour zéro, ou éventuellement pour des ICA, c'est-à-dire des indemnités kilométriques. Ça, c'est la réalité de notre sport. Les frais d'arbitrage, plus on monte de niveau, effectivement, plus ça grimpe. Les paiements des amendes et des engagements d'équipe, etc. Et bien sûr, les déplacements qui sont liés aux équipes. Voilà. Donc, d'un club à l'autre, il y a des grosses différences de modèle économique. C'est ça qui vient expliquer un peu cette différence de tarifs. Voilà, donc ça, c'était un petit point d'info. Alors, être un parent impliqué, être un parent d'un jeune volleyeur, qu'est-ce que c'est ? C'est accompagner votre enfant aux entraînements pour lui permettre d'arriver à l'heure. C'est être présent aux rencontres, pas tout le temps forcément, mais de temps en temps. C'est accompagner l'équipe sur les tournois, pareil, certains d'entre eux. C'est soutenir votre enfant aussi bien dans les victoires que dans les défaites. C'est participer aux manifestations de la saison du club. C'est prendre part au transport des jeunes. Ça, il faut savoir que c'est un vrai casse-tête pour les associations, les transports.
d'accord? Parce que souvent, c'est l'entraîneur qui prend sa voiture perso. Et dès qu'on passe à M15, c'est des collectifs de 10 ou 12, donc il faut toujours 2 véhicules. Louer des minibus tous les week-ends, c'est un coût qui est énorme pour les clubs. Donc souvent, on fonctionne avec un parent qui vient accompagner. Et ça, c'est très important dans le fonctionnement d'un club. Et enfin, dernier point, faire bénéficier le club de vos compétences. Voilà, on peut toujours amener. Il vaut mieux répartir les tâches de fonctionnement d'un club, des toutes petites tâches sur beaucoup de bénévoles et sur beaucoup de personnes, que de faire reposer l'intégralité du fonctionnement d'un club sur 2-3 personnes qui monopolisent absolument du coup tout, qui en ont à un moment donné ras-le-bol et qui lâchent tout. Et au moment où eux, ils lâchent tout, c'est tout un club qui vient se fragiliser, voire s'effondrer. On a vu des clubs, des fois, de 100 licenciés ne pas repartir la saison suivante juste parce que la personne qui gérait absolument tout de A à Z, à un moment donné, a fait un burn-out et a lâché prise. Alors, parent modèle, ce serait quoi un parent modèle? Alors, faut bien penser que le parent, vous êtes la référence aux yeux de votre enfant. Donc, vous êtes le relais idéal pour valoriser les attitudes de l'esprit sportif. D'accord? Je dis ça parce que l'entraîneur, il peut essayer de développer. Alors, forcément, l'entraîneur qui dit entraîneur, dit développer les savoir-faire. Donc, il va apprendre à jouer au volley aux gamins. Ça, on va dire que ça, c'est le job. Mais ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Quand on est entraîneur, on est avant tout éducateur. Donc, on va essayer de donner des valeurs. On va essayer de développer donc des savoirs. Donc, la culture, c'est quoi la culture volley? C'est quoi les règles? C'est quoi être sportif, s'entraîner en équipe, les valeurs du sport co. Donc, il y a toutes ces connaissances et tous les savoir-être qui vont avec. Donc, l'attitude, d'accord, etc. Donc, tout un tas de valeurs qui peuvent être détruites et balayées si à un moment donné, ce n'est pas ce qui se passe à la maison et que ce n'est pas du tout ces mêmes valeurs que le parent va véhiculer dans le retour en voiture, par exemple, quand on rentre de l'entraînement ou sur le débriefing d'après-match, quand le gamin rentre à la maison et que papa explique ce que le coach aurait dû faire, par exemple. Voilà, je caricature, mais je fais exprès. Donc forcément, le parent modèle, c'est le respect des décisions, des règles et de l'arbitre. Ça me semble essentiel. Le respect de l'adversaire et des dirigeants qui sont des bénévoles et qui transmettent leur passion du volley. C'est être positif et garder le sourire quoi qu'il arrive. C'est rester maître de soi en toutes circonstances, etc., etc. Et plutôt cultiver l'esprit d'équipe que l'esprit de compétition. Voilà, moi j'ai toujours été, moi ça fait très longtemps que j'entraîne, j'ai souvent été des fois dans les gradins pour regarder. Je pense que je vous apprends rien, mais on entend des choses quand on est dans les gradins et qu'on est entouré de parents. Les 4 clichés que je vous ai fait au début, ils y sont tous. Hein. Et à chaque match de gamin, tu peux être sûr que tu as le fanatique. S'il n'y en a qu'un déjà, c'est bien. Il y a l'énervé excité, il y a des supporters, effectivement. Et voilà, il y a un peu tous les profils. Et créer du lien avec la famille volley. Donc, dialoguer avec les dirigeants, les bénévoles, l'éducateur de votre enfant. Rien de tel pour vous tenir au courant de sa progression et de la vie du club. Voilà, donc ça me semble important, c'est déjà de créer du lien. Voilà, donc ça, c'était déjà une première information. On va dire, c'est le cadre. Hein, c'est des informations un petit peu générales, mais qui me semblaient importantes quand même d'évoquer avant qu'on passe à la suite. Bon, voilà, déjà sur ce premier niveau d'information, bon, ça vous va? Vous avez des remarques, des questions? Faut pas hésiter. Bon. Non? Bon, alors je continue. Alors déjà, oui? Ah, j'ai cru, pardon. Juste, alors, parents absents ou parents collants? Alors, bien comprendre qu'il y a vraiment un curseur et vraiment un bon dosage à trouver entre le parent, effectivement, qui ne se préoccupe pas de la pratique de son enfant, et puis celui qui est hyper invasif et qui vit sa carrière sur le retour. Il y a vraiment un curseur à trouver. Il faut bien comprendre que être présent, ça affecte énormément les enfants. Il faut comprendre qu'un enfant, quand il fait sa pratique sportive, il joue pour se faire plaisir, mais il joue énormément pour son entraîneur. Hein, quand on est tout petit, clairement, si l'entraîneur est sympa, souriant, et on va au sport pour son entraîneur. Hein. Moi, j'ai fait du karaté, j'aimais pas le karaté, j'y allais parce que j'avais 6 ans et que mon entraîneur était super sympa, il était gentil avec moi, et j'ai fait 10 ans de karaté, hein, alors que j'aimais pas prendre des coups et que j'ai jamais aimé ça. Mais mon entraîneur était sympa. Et ce qui m'a fait arrêter le karaté, c'est le changement d'entraîneur quand à un moment donné,
l'entraîneur qui est arrivé n'a pas fait attention à moi, il a été un peu plus rude, et ben là, j'ai arrêté quasiment direct. Voilà. Donc, l'influence de l'entraîneur, elle est énorme quand on a cet âge-là. Et c'est pareil pour les parents. D'accord ? Quand on fait un tournoi, on a toujours le gamin, le regard qui se tourne, on regarde papa dans les gradins, et ils sont très sensibles à votre présence et au retour que vous pouvez leur faire sur leur pratique. Hein. Si on fait des petits jeux et qu'on demande aux jeunes et même aux adolescents de « Ah, pourquoi tu fais du volley ? Tiens, j'aimerais que tu me dessines un petit peu les personnes pour qui c'est important. » Et en fait, il ne va jamais se mettre lui, il va pratiquement tout le temps mettre l'entraîneur et son parent au centre des dessins qu'il va pouvoir faire. Et on joue à 90% pour son entraîneur et pour ses parents. C'est pour eux qu'on joue dans un premier temps. Donc ça faut en avoir conscience. Donc rendre ses parents fiers dans les gradins, c'est très très important. Et ça va jouer énormément sur leur confiance. Hein. Et donc il faut en même temps, il faut aussi leur laisser un espace d'autonomie. C'est là où il faut bien trouver le bon équilibre, c'est qu'il faut à la fois être présent et en même temps, il faut qu'ils aient de l'autonomie et il faut qu'on leur permette de se développer. Et voilà, donc c'est pareil pour l'entraîneur, hein, permettre aux jeunes d'être créatifs sur le terrain. Donc on ne commande pas comme on commanderait j'ai envie de dire, sur un jeu vidéo avec une manette, et puis il fait ci, il fait ça, puis c'est l'entraîneur qui vient guider le jeune et qui lui dit quoi faire. Donc là, bon, ça c'est du football manager, hein, c'est pas du coaching. Et c'est pareil pour les parents, c'est-à-dire que voilà, le débriefing où le papa qui dit ah, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, etc. Bon, voilà, faut trouver quand même la place où le jeune il va pouvoir s'exprimer et se révéler à travers son sport. Une chose est certaine, c'est que oui, on doit être présent pour le jeune lors de ces événements sportifs, et non, on n'a pas besoin d'être présent à chaque fois, ni à même chaque compétition. Et je crois que le meilleur moyen de trouver où on met le curseur, c'est clair, il faut en discuter avec l'enfant. Et je pense que c'est dans la discussion qu'on va trouver le bon équilibre. Et voilà, il y a des enfants clairement, ah non, mais moi je veux pas que mon père y vienne, je veux pas qu'il soit là. Voilà. Ça, on a clairement des enfants qui peuvent réagir comme ça. Et inversement, c'est oh là, t'es pas venu, voilà. Donc ça doit faire l'objet d'une discussion. Alors, quand on est parent supporter, donc on l'est tous un peu, hein, forcément. Donc modérer ses réactions. Souvent, on peut être un peu excessif quand il y a une belle action ou dans la victoire d'un set, par exemple. Et à l'inverse, dans les moins bons moments, là, on a le langage du corps qui nous trahit. Et en fait, tout d'un coup, on se stoppe, voire on baisse la tête. Et tout d'un coup, alors on hurlait tout à l'heure, et puis tout d'un coup, on ne fait plus un bruit. Voilà, le langage du corps, c'est quand même assez… Et de la voix, ça va être très perceptible. Donc ça, c'est important en fait d'être plutôt modéré sur les belles actions. Et quand c'est difficile, de poursuivre un peu ces encouragements. Alors, sur le site, je ne sais pas si vous avez eu le temps, quand vous êtes inscrit, de jeter un petit coup d'œil au site de la Ligue. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait pas mal de vidéos accessibles. Vous avez vu ou pas qu'il y avait des vidéos et des documents? Non, je n'ai pas pris le temps, moi. Ouais. En fait, à l'endroit où vous êtes inscrit, un tout petit peu plus haut, vous avez tout un tas de vidéos qui vont vous intéresser, ça j'en suis sûr. Donc il y en a une notamment sur le fameux retour à la maison, c'est-à-dire que c'est un petit clip assez rapide où on voit le gamin qui rentre et là on a le débrief du père dans la voiture et voilà, mais ça je pense qu'on l'a tous vu et c'est plutôt réaliste. Donc je vous invite à regarder celle-là, mais bon, vous fouillerez, hein, il y en a plein d'autres. Donc importance de laisser du temps à votre jeune pour décompresser, d'autant plus après une défaite. Ne pas le prendre personnellement si l'enfant ne souhaite pas discuter tout de suite après le match. Voilà, il faut savoir que souvent, il y a eu la défaite, donc déjà, il y a la déception. Des fois, tu te prends le débriefing du coach à chaud dans les vestiaires. Et puis alors là, il y a papa qui remet une couche dans le retour dans la voiture. Et là, le gamin, il fait « Ah, c'est bon ». Puis en fait, il vous renvoie un peu pété. Voilà, faut peut-être laisser passer un peu le temps après ça. Apprendre à passer par-dessus des événements difficiles comme une défaite crève-cœur, une contre-performance, ça fait partie du développement normal de l'enfant. Et en fait, se relever lui-même à un échec, ça va l'amener beaucoup plus à gagner en confiance en lui. Donc là, il faut plutôt être dans le questionnement et
et le faire verbaliser plutôt que ce soit le parent qui fasse le débriefing, voilà, le spécial, hein, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Voilà. Donc plutôt l'encourager, lui offrir votre soutien. Bien comprendre, et ça c'est, j'ai envie de dire, c'est aussi culturel, que dans le processus d'apprentissage, apprendre à gagner, c'est apprendre à échouer. C'est-à-dire que si on n'échoue pas, on ne peut pas apprendre. C'est mathématique en fait. Si on ne fait que des choses qu'on sait déjà faire, effectivement, on n'échoue pas. Mais comme on fait des choses qu'on sait déjà faire, mais on n'apprend pas. Donc à un moment donné, il faut rater. Donc ça, c'est un truc qui doit être bien sûr compris par l'entraîneur. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut accepter l'échec à l'entraînement et il faut passer par l'échec à l'entraînement pour progresser. La compétition et le match, c'est pas la championite, c'est pas des championnats du monde. La compétition de week-end, c'est un terrain de jeu pour se confronter, et dans la confrontation, on va progresser. Donc, il faut aussi passer par les échecs sur la compétition et pendant les matchs. Et il n'y a que par là qu'on va pouvoir progresser. D'accord? Et trop souvent, l'échec, c'est alors des fois aussi du côté des entraîneurs. Des fois, on essaie de bannir l'échec et puis souvent, on peut même rentrer dans voilà, la punition. On va marquer l'échec comme si c'était quelque chose d'intolérable. Et on a aussi des parents qui vont encourager ça dans leur éducation. Et voilà. Et ça, c'est un frein. J'ai envie de dire encore plus chez les féminines. D'accord, qui ont cette difficulté par rapport à l'échec, et on va retrouver des gens à l'entraînement, alors filles ou garçons, mais c'est un peu plus exacerbé souvent chez les féminines. C'est-à-dire qu'on va moins oser, on va moins, entre guillemets, prendre de risques. Je vais me faire volontiers très caricatural, mais on a souvent les filles qui vont être toujours bien perçues de leur entraîneur ou qui veulent être les bonnes élèves, donc dans un souci de bien faire, vont plus facilement se rester un petit peu sur leurs certitudes et les choses qu'elles maîtrisent, entre guillemets. C'est encore une fois pas une généralité, je dis juste que c'est un peu plus exacerbé. Et ça, c'est aussi lié à l'impact culturel. Alors, l'impact culturel qu'on a en France entre les filles et les garçons, mais aussi sur l'éducation. Je vous montrerai bien une petite vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une vidéo, c'était le clip Always. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. À la limite, je vous la partagerai bien rapidement parce qu'elle est vachement intéressante. Alors, attendez, je vais faire partager écran. Alors non, je vais refaire. Je vais aller la chercher et je vais la lancer. Hop là. Alors, pardon, c'est un peu long, c'est de la technologie. Partager écran, ici. Est-ce que là, tout le monde voit la vidéo ou pas? Oui. Ouais, alors j'espère que le son, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est sous-titré de toute façon.
Hop là, bon, petite vidéo. Alors, hein, c'est un spot pour Always, hein, mais bon, là, voilà, je trouve sympa cette vidéo et surtout très révélatrice des représentations, en fait, hein, qui pèsent un peu. Voilà, les représentations, elles ne sont pas seulement sur les garçons. C'est-à-dire que les filles elles-mêmes, hein, c'est-à-dire quand on interroge les filles, c'est elles qui disent ah ouais, courir comme une fille, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est aussi un peu intégré. Donc voilà. Donc en fait, l'impact culturel et ce qu'on a en gros comme discours et comme habitude à la maison, c'est ce qu'on retrouve aussi sur le terrain. Donc il y a un impact énorme sur ce qui se passe à la maison. Voilà, par rapport à ça et par rapport à l'approche du sport. C'est pour ça que si vous regardez, par exemple, ceux qui ont un peu une culture volée, quand vous regardez l'équipe de France aujourd'hui, le nombre de fils d'eux, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils ont eu de plus? Ils ont eu des parents un peu volleyeurs qui ont cette culture sportive. Donc, il y a un impact qui est énorme sur ce qui se passe à la famille, derrière, sur la pratique sportive. Alors, j'ai une question. Mixer les groupes aux entraînements est-il une bonne chose ou non? Alors, mixer en M13, ça ne pose pas énormément de problèmes en dessous de M13 parce que en gros, les garçons sont encore frêles, ils ne sont pas forcément plus grands jusqu'à M13. Filles et garçons font à peu près la même taille, voire il y a cette période au pic de croissance à 13 ans où les filles vont même être plus grandes. Et en termes de niveau de jeu, c'est assez, voilà, ça peut être assez proche. Donc, pour moi, ça ne pose pas forcément de problème. Il faut bien penser qu'en plus, les jeunes, à cet âge-là, eux, filles, garçons, faites les équipes. Si la fille, elle joue bien, le gars, il va choisir la fille. Le spécial, tout le monde l'a fait en EPS, là. 2 chefs d'équipe, vous choisissez votre partenaire. On prend ceux qui va faire gagner. Et le garçon ne va pas hésiter à prendre la fille si la fille est plus forte et qu'elle va le faire gagner. D'accord? Alors qu'à l'inverse, si les filles choisissent, souvent, on va choisir par affinité. Elle va plutôt choisir la copine pour ne pas la vexer, plutôt que le gars qui pourrait la faire gagner. C'est un cliché, mais parce que ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Mais bon, la mixité, pour moi, en M13, pose aucun problème. Il faut plutôt se poser la question, quand on fait des groupes, à la fois du niveau de jeu et de l'expérience de volley. D'accord? S'il y en a un, ça fait 4 ans qu'il fait du volley, l'autre, ça fait que 1 an. Voilà, c'est plus en termes comme ça qu'il faut réfléchir quand on vient constituer les groupes. Après, la réalité des clubs, c'est quoi? La réalité, c'est que souvent, on gère un peu la pénurie dans les catégories. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours idéalement 15 M13. Si on a 15 M13, c'est réglé. J'ai 15 M13 garçons, 15 M13 filles. Je fais 3 équipes dans chaque par genre et je fais 3 équipes de niveau. Et ça, c'est réglé. Sauf que mes 30 M13, il n'y a que les gros clubs, très gros clubs qui les ont. Donc la réalité, c'est quoi? C'est que des fois, tu as 4 M13 garçons et 2 M13 filles. Tu es obligé d'en surclasser, donc tu vas chercher en dessous. Donc ça, c'est aussi une réalité. Pour moi, ça ne pose pas de problème. L'important, c'est de jouer avec des gens qui ont à peu près son niveau. Et filles, garçons, en dessous, ce n'est pas du tout problématique. Voilà, bon, j'espère avoir répondu. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent rebondir par rapport à ça. N'hésitez pas. Alors, autre message. Alors oui, ça c'est important. Alors toujours sur l'échec, ça c'est très important. Il y a ceux qui se focalisent sur un résultat, il y a ceux qui se focalisent sur le processus qui amène à ce résultat. Comme on dit, le voyage plutôt que la destination. D'accord? Donc l'apprentissage est bien fait d'erreurs, donc forcément d'échecs, et c'est en faisant des erreurs qu'on arrive à trouver des bonnes sensations, qu'on va modifier les gestes, en gros qu'on va apprendre. Et souvent les jeunes sont particulièrement intolérants à l'échec. D'accord? La spéciale, c'est ah monsieur, j'y arrive pas. D'accord? Sauf que tu n'as essayé qu'une fois. Voilà. Donc souvent, c'est pourquoi le monsieur, j'y arrive pas. Souvent, c'est juste parce qu'on veut être rassuré et on veut attirer l'attention un petit peu de notre entraîneur. Mais souvent, on va être assez intolérant par rapport à l'échec. Et de plus en plus, ces nouvelles générations où on est dans le consommer tout de suite, maintenant, et dans ce zap un peu permanent les enfants passent de plus en plus vite à autre chose. Ça, c'est aussi une réalité. Donc, ça veut dire qu'aussi, dans l'approche, il faut… c'est un apprentissage, en fait. La frustration, c'est un apprentissage. La tolérance à l'échec, c'est un apprentissage. Donc, il faut y aller progressivement. Et il y a des étapes comme ça à passer. Et donc, il faut encourager ça. Il faut encourager c'est pas grave de rater.
ou ah bah continue, accroche-toi, et il faut encourager la persévérance. Voilà, donc et cet encouragement-là, il doit se faire à la fois sur les 2 créneaux d'1h30 de volley dans la semaine, mais il doit aussi se faire à l'école et il doit se faire à la maison avec ses parents. Les conséquences psychologiques sont donc qu'il a peur de se tromper et de faire des erreurs, il ne profite pas réellement de l'entraînement, et voilà. Et donc, on passe notre temps à essayer de ne pas faire d'erreurs. Et en fait, quand on est comme ça, on ne progresse pas. En fait. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Donc, il faut changer l'image de l'échec. Certains sportifs souffrent même du syndrome de l'échec qui les met inconsciemment dans une situation d'échec permanent. Donc, ça, c'est un processus mental qui est que, à un moment donné, quand on est habitué à échouer et à ne pas y arriver, en fait, presque on rate même avant d'essayer. Et ça, c'est un gros frein à l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a tellement peur de rater que clairement, le blocage, il se fait même avant d'essayer, dans une spirale de l'échec permanent. Et ça, on est vraiment sur des blocages mentaux. Je vais vous montrer une petite vidéo encore qui va illustrer ça. Elle est ici. Je vais vous montrer une vidéo. Alors, peut-être elle va vous, entre guillemets, vous perturber un petit peu, mais ça va m'intéresser de savoir comment vous réagissez par rapport à ça. Attendez. En 2 temps, parce qu'il faut que je lance la vidéo et après je partage l'écran. Alors, partage d'écran, la voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde voit la vidéo? Oui. Ouais? Alors, c'est parti. Alors, je reviens ici. Alors, déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y en a qui veulent réagir par rapport à cette vidéo? Moi, je dirais qu'en fait, pour rebondir sur ce que vous dites, souvent, que ce soit n'importe quelle discipline, et ça, la vidéo l'illustre bien, c'est qu'en fait, on fait beaucoup d'efforts, que ce soit dans n'importe quel domaine pour progresser, et souvent, les résultats n'arrivent pas tout de suite. C'est pas linéaire, en fait. Et souvent, ça fait des paliers, des escaliers, c'est on va travailler dur pendant 1 semaine, 2 semaines, du au hasard, hein. Et d'un seul coup, il va y avoir une progression subite sur un domaine. Et justement, il faut arriver à tenir jusque-là pour pas que l'enfant ou l'adulte se décourage, quoi. Et c'est ça, en fait, qui est des fois compliqué à faire comprendre, notamment aux enfants, même aux adultes, hein, parfois. C'est la persévérance et tout, c'est que tout finit par payer, mais par escalier. C'est pas vraiment linéaire, quoi. Des fois, on comprend pas, on s'acharne, ou on travaille, mais ça paye pas, on a l'impression de pas progresser. Puis d'un coup, un jour, il y a un déclic et on maîtrise quelque chose de nouveau. Et là, on est content, on est fier et on continue ensuite notre marche d'escalier en progression, quoi. Ça me fait penser un petit peu à ça, cette vidéo. Ouais, très juste. D'autres réactions? La confiance aussi du papa ou de l'entraîneur qui l'a aidé, la petite. Et puis peut-être le petit conseil de se mettre vers l'avant pour pas repartir vers l'arrière. Enfin, moi, ce que j'y vois, c'est que plus on observe les enfants et plus on arrive à leur donner le petit plus qui va les faire passer le stade supérieur. Ouais, très juste. Très vrai tout ça. C'est comme pour le langage, la propreté, un enfant ne peut pas progresser. Donc, c'est un message de Laetitia. Voilà. Ça montre tout à fait le rôle des parents pour l'enfant qui progresse à tout âge, tout niveau. Ouais, c'est très, très juste.
Très juste. Alors, moi aussi, à travers cette vidéo, alors après, ça peut soulever, parce que si on regardait d'autres vidéos, voilà, c'est le papa qui pousse aussi son gamin qui est tout jeune à faire des gros exploits sportifs. Voilà, bon, après, c'est au-delà de ça, moi, ce que je vois surtout dans la vidéo, c'est effectivement le sourire du papa et surtout la fête qu'il lui fait à la fin quand il a réussi. C'est-à-dire que c'est un jeu, quoi. Réussir ça, c'était un jeu où culturellement, nous, en plus, on a tendance, notamment les parents, hein, mais pas que, en général, qu'est-ce qui se passe quand notre enfant il trébuche et qu'il a fait un peu le zouave et puis il se fait une pizza sur le genou là avec ah je te l'avais bien dit, arrête de faire n'importe quoi, reste là. Ou alors on arrive catastrophé, ah mon pauvre, qu'est-ce que tu t'es fait, t'as trébuché et puis le parent est catastrophé et, voilà. Alors que voilà, on pourrait imaginer que comment dire, oh mon trébuche, bah, c'est pas grave, bah, il apprend, il faut tomber pour apprendre à se relever, comme on dit. Moi, j'étais petit, je grimpais aux arbres. Mes parents ne le savaient pas, mais j'ai fait des trucs. J'ai mis ma vie en danger des centaines de fois où je grimpais aux arbres. J'ai fait des choses. Donc voilà, mais en fait, c'est en apprenant, à un moment donné, c'est aussi en prenant des risques et en gérant cette prise de risque. À un moment donné, c'est que si on ne va jamais dans la prise de risque, on ne sait jamais où sont les limites et on ne peut jamais vraiment être en sécurité. Si à chaque fois, entre guillemets, on prend la moindre prise de risque, on a un entraîneur ou un parent qui fait « Oula, oula, qu'est-ce que tu fais ?» ben, en fait, on est toujours un peu bridé parce que culturellement, ben, on est toujours un peu alors, ou trop bienveillant ou toujours comment dire, à mettre les freins parce qu'on est ultra sécuritaire, mais on a quand même cette culture qui nous pèse et cette culture qui vient toujours un petit peu nous limiter. Hein. Donc, il faut aussi, voilà, c'est plus dans le mode, posez-vous la question, quel genre de parent je suis. Est-ce que je suis le genre de parent qui, voilà, je vois mon fils qui grimpe et entre guillemets, je le laisse faire, ou alors dès qu'il monte sur une bûche, je suis là, oula, qu'est-ce que tu fais? Et puis tout de suite, allez, viens et tiens-moi la main. Donc voilà, où est-ce que vous vous situez un peu par rapport à ça? Mais voilà, il faut avoir conscience un peu de ça parce que ça a forcément une énorme influence. Voilà. Moi, qui entraîne depuis longtemps, je peux vous le dire, quand j'ai deux jeunes et que je vois tout de suite la différence entre celui qui, à chaque fois qu'on lui propose un défi ou un challenge à l'entraînement, il y en a tout de suite, ils s'en font une montagne et ils se mettent tout de suite toutes sortes de barrières qui font qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas y arriver. C'est flagrant. Et quand je rencontre les parents, j'ai envie de dire, c'est toujours CQFD. C'est toujours CQFD. C'est-à-dire que quasiment, on peut savoir tout de suite sur le jeune qu'on entraîne qui est un enfant roi, qui est un enfant dont les parents sont hyper flippés et hyper maman poule, etc. Quasiment dans la manière dont les jeunes se comportent à l'entraînement, on sait déjà comment sont les parents. Donc bien être conscient que l'influence, elle est de fait, hein, les parents, ils ont une influence sur leur enfant qui est tellement décuplée par rapport à l'influence que peut avoir un éducateur sur 2 séances de volley par semaine d'une heure ou d'une heure et demie. Ouais, Laetitia qui commande, je suis assistante maternelle et je vois ça déjà sur des tout petits, bah ouais, ça m'étonne pas. Donc là, j'ai une citation. Pour améliorer son taux de réussite, il faut multiplier son taux d'échec par 2. En aucune manière, l'échec est à supprimer, à juger inacceptable et honteux. Il faut changer l'image qu'on a de l'échec en affrontant la compétition comme une épreuve où la tentative est favorisée, où l'échec fait partie de l'apprentissage. Donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose à méditer. J'ai mis des petites vidéos sur l'échec, s'il y en a qui veulent creuser un peu ce sujet. C'est-à-dire que vous avez une chaîne YouTube. Alors, je peux peut-être vous montrer vite fait, ou peut-être je vais le mettre dans le chat. Ça va être plus simple. Je ne vais pas refaire un partage d'écran, ça va mettre du temps. Alors, conversation, je vous la note. I Love Volleyball. C'est une chaîne YouTube où en fait, vous avez une playlist. Donc en fait, quand vous allez sur la chaîne YouTube I Love Volleyball, alors il y a 3 lettres en majuscule, hein, le I, le L et le V. Vous avez des playlists et dans ces playlists, vous avez une playlist qui s'appelle Volley Éducation. Dans cette playlist, vous allez retrouver à la fois toutes les vidéos qui sont sur le site, dont les 2 vidéos que je vous ai montrées, hein, elles y sont. Et voilà, tout un tas de vidéos qui sont liées à la formation qu'on est en train de faire. Hein. Donc,
bon, je vous laisserai vous balader et regarder là-dedans. Tac, ici. Alors, petite citation rapide, j'aime bien. Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Voilà, bon, celle-là, je l'aime bien. Il y en a une autre, Nelson Mandela. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne perds jamais, soit je gagne, j'apprends. Voilà, c'est toujours un peu la même idée. Et une autre que j'aime bien, c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Voilà. Donc voilà, clairement. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais vous faire passer par rapport à l'échec, parce que voilà, que soit bien clair, les parents ont une influence énorme par rapport à ça. Alors, je continue. Cette fois, on va parler un peu de participer à la vie du club. Donc, c'est quoi être l'accompagnateur d'une équipe en déplacement, par exemple? Alors, il y a un responsable d'équipe. Donc, lui, forcément, si vous lui dites, oh, je peux te filer un coup de main cette année, en général, là, il vous paye un coup, hein, on est d'accord. Donc, forcément, ça va être apprécié, votre investissement. Donc, si vous acceptez de transformer dans votre véhicule un ou plusieurs enfants, vous devez connaître les responsabilités que ça implique. D'accord. Alors, normalement, le club, hein, alors c'est vrai que ce n'est pas toujours fait, mais encore une fois, jusqu'au jour où, normalement, il faudrait une convention pour le conducteur avec le club. Hein, c'est-à-dire qu'un papier quand même qui vient préciser un petit peu tout ça, avec l'accord des parents, peut-être une fois en début d'année, mais qui autorise le club à véhiculer son enfant pour aller sur les tournois au long de l'année. Voilà, ça c'est plus un point de vue réglementaire, on va dire, pour se couvrir. Et si votre rôle c'est de les transformer, voilà. Alors il y en a parce qu'ils sont conducteurs d'équipe et qui l'emmènent au tournoi. Tout d'un coup, ils s'autoproclament entraîneur adjoint. Alors, attention, c'est pas parce qu'on vous autorise à venir que tout d'un coup vous êtes entraîneur adjoint. Donc voilà, encore une fois, vous accompagnez. Alors peut-être que votre rôle il peut aller un petit peu plus loin, mais peut-être que ça va être d'abord dans un premier temps de peut-être d'aider à l'entraînement. Mais voilà, être chauffeur, c'est pas être entraîneur adjoint. Une petite info, c'est que si votre club n'a pas les moyens de prendre en charge vos indemnités kilométriques, voilà, faut savoir que c'est quand même un énorme coût. Quand on a un club de 100 licenciés, on peut avoir jusqu'à 4, 5, voire 6 collectifs qui se déplacent par week-end. Donc, potentiellement 2 véhicules par équipe, ça peut faire jusqu'à 12 véhicules qui devraient être remboursés normalement à la charge du club. Donc, sachez que vous pouvez faire un don aux œuvres. Un don aux œuvres, c'est quoi? C'est une fiche CERFA, vous pouvez télécharger, qui va vous permettre de déduire 60% de vos impôts. Donc, c'est quand même pas négligeable. D'accord? Il y a 60% que vous pourrez déduire. Donc, finalement, le déplacement vous ne coûte que 40%. Donc, ça, c'est des fois méconnu des clubs eux-mêmes. Hein. Voilà. Mais Michel, vas-y. Oui, j'ai une question justement par rapport à ça. Est-ce qu'il faut prendre une licence à ses parents qui conduisent pour qu'ils puissent utiliser la fiche CERFA? Là, je pense pas. Je pense pas. Julien, tu as l'air de confirmer. Toi, tu es dirigeant de club. Non, je vois pas pourquoi. Non, on leur fait, ils remplissent la fiche CERFA et c'est tout. Il n'y a pas nécessité d'avoir une licence. D'accord, donc on peut leur faire une attestation sans problème. D'accord. Merci. Alors, toujours sur être l'accompagnateur d'une équipe, il y a un décalage entre la représentation qu'on va avoir du volley et la réalité de la pratique à l'âge des enfants. Hein. Bon, on est parents, tiens, mon fils va faire du volley. Alors, soit on est volleyeur et puis tout va bien, mais si on n'est pas volleyeur, on a peut-être des images de volley. Alors, on a celle parce qu'on a peut-être vu à la télé, on a celle-là, ou on a celle peut-être du volley qu'on a pratiqué en UNSS dans les années 70. D'accord ? Donc, on a souvent un décalage entre la représentation qu'on peut avoir, du ballon qui était dur et qui me mettait les avant-bras en sang, voilà, les souvenirs que peut-être j'en avais quand j'en ai fait plus jeune, et puis peut-être j'ai vu Ngapet à la télé, putain, c'est ça le volley, ça envoie. Et puis il y a peut-être un décalage avec mon fils qui est M13 et qui pousse un peu le ballon. Où des fois on voit des règles qu'on ne connaissait pas, des règles adaptées, des terrains plus petits, et là des fois il y a une incompréhension parce qu'il y a un décalage entre la représentation qu'on en a et ce qu'on voit le week-end quand on va voir son enfant jouer.
Voilà. Donc, bon, comprendre que bon, les enfants jouent dans une même catégorie d'âge, à moins d'un surclassement, que même dans cette catégorie d'âge, on a un niveau qui est globalement assez hétérogène. D'accord ? De fait, parce que déjà, on est un sport co pas suffisamment, j'ai envie de dire, aussi développé que le football, par exemple, où déjà, même quand on joue en district au football, eh ben, on peut déjà avoir 3 niveaux de championnat. Donc là, c'est facile pour le gamin au foot de jouer systématiquement avec des jeunes qui ont globalement son niveau contre des jeunes qui ont globalement son niveau. En volley, ce n'est pas la réalité. Souvent, on a un niveau dans le département et puis des fois, il y a même pénurie parce qu'on peut être un département rural. Donc, on n'est pas logé à la même enseigne si on est à Lyon ou si on est à la Motte de Galeur, par exemple, hein, ou même, j'en sais rien, à Aubenas, mettons. Donc, forcément, c'est pas la même chose. Donc, on peut avoir de l'hétérogénéité, peut-être même au sein même de l'équipe de votre enfant, y compris dans les matchs qu'on peut jouer le week-end. Voilà. Donc, voilà. Donc bien avoir conscience de ça. Les éducateurs ont imaginé des pratiques adaptées, susceptibles d'intéresser le joueur débutant, lui procurant du plaisir et pour pouvoir le mettre en réussite. Donc, ça veut dire qu'on a, en fonction des catégories d'âge, on a des règles et du règlement qui va être adapté pour que l'enfant prenne du plaisir et soit en réussite. C'est ça qu'il faut comprendre. Sauf que on essaie de faire au mieux, donc ça, c'est calé en fonction des catégories d'âge. Pour autant, on peut être débutant et être M17. Et déjà, entre les M13, on peut avoir un M13 qui est capable de servir ce matché et de… Voilà, par exemple, et puis un autre qui n'arrive même pas à passer son service cuillère. Et pour autant, on a 2 jeunes qui vont être dans la même catégorie. Donc, il faut bien avoir conscience de tout ça. Donc, on va avoir des formes de jeu différentes. Donc, on va jouer en 1 contre 1 quand on démarre. On va rapidement essayer de passer sur du 2 contre 2. Après, le 3-3 et le 4-4, ça va être des étapes avec le 4-4 en M13. Je schématise, mais en gros, M11, on joue en 2-2. 1-1 et 2-2. En M13, on va jouer en 4-4. Et en M15, on va être sur la transition. 4-4, je joue en 6-6 et j'apprends le 6-6. Et à partir de M17, on ne joue plus que en 6-6. On a aussi le terrain qui va être plus petit. Donc, on va être sur du 5/5, par exemple, quand on est en M11. Et puis, on va être à 7/7 en M13. Et le terrain senior va être à 9 mètres. Donc, on va aussi avoir des adaptations par rapport à la taille du terrain. On va avoir un filet qui va aussi changer de hauteur entre les filles, les garçons, les catégories, le type de compétition. C'est pour ça que sur une même catégorie d'âge, vous pourrez par exemple avoir du M15 qui joue à 2,10 m quand on joue au niveau départemental. Pour autant, quand on va être sur les volleyades, qui est une compétition nationale, les M15 vont jouer à 2,24 chez les filles, par exemple. D'accord ? Pourquoi ? Parce que là, on va être sur les meilleurs. Et donc, c'est plus cohérent d'avoir un filet qui soit un petit peu plus haut quand on va être avec des jeunes de ce niveau-là. Les contacts de balles aussi peuvent être adaptés. Donc, par exemple, quand on démarre le volley, au départ, on apprend à bloquer le ballon au-dessus de soi et après se lancer pour le renvoyer. On peut être amené ce ballon à le faire rebondir. On peut le faire rebondir une fois, puis le faire rebondir une deuxième fois pour qu'il rebondisse plus haut, pour nous permettre de renvoyer. D'accord ? Alors, certains puristes vont vous dire « Ah ouais, mais attends, si on bloque le ballon, c'est plus du volley. Ah ouais, mais si on le fait rebondir, c'est plus du volley. » C'est tout à fait du volley. Le volley, on a un sport de lecture de trajectoire, comme le tennis. On a finalement beaucoup plus à voir avec le tennis qu'avec les autres sports co. Donc, avant de contacter, de frapper un ballon au volley, on doit apprendre à lire une trajectoire, tout simplement. Comme au ping-pong, comme au squash, comme sur un sport de raquette. Donc, au départ, il faut en passer par là. Donc, peut-être que votre enfant débutant, il va être amené au début à bloquer le ballon et peut-être un parent, on peut s'interroger et pas comprendre pourquoi l'enfant, il attrape. D'accord ? Donc déjà, ça, vous pouvez en avoir conscience, mais les entraîneurs, il faut aussi qu'ils en aient conscience. C'est-à-dire à quel moment les entraîneurs expliquent aux parents pourquoi leur enfant, quand il va en tournoi le week-end, pourquoi à un moment donné, il se retrouve à attraper un ballon. Donc ça, c'est aussi le rôle de l'entraîneur, à un moment donné, de regrouper ses parents et d'expliquer un petit peu le pourquoi. D'accord ? Votre fils, il joue comme ça parce qu'aujourd'hui, il a besoin de cette étape-là, parce que c'est une étape de l'apprentissage. Et surtout, c'est ce qui le garde motivé, parce qu'à un moment donné, ça crée du jeu. Et qu'à un moment donné, on est un sport où pour que ce soit intéressant de voler, il faut que le ballon il soit plus souvent en l'air que par terre. D'accord ? Et si, entre guillemets, on joue sur les règles officielles et où on va tout frapper, c'est-à-dire qu'on serre de loin, on peut faire des stats. Je peux même vous les donner, les stats, parce que ça a été fait à grande échelle.
il y a 86% des ballons qui sont engagés en M11 qui ne reviennent jamais. 86%. Ça nous met donc presque à pas loin de 9 ballons sur 10 qui ne reviennent pas. Donc on est d'accord, hein, c'est les services ratés, c'est les aces et c'est la réception qui part n'importe où, ou le partenaire qui après la réception n'arrive pas à la renvoyer de l'autre côté. Donc motiver des enfants à faire un sport dans lequel on va finalement jouer un ballon et demi sur 20, moi ça me semble alors non, pardon, 3 ballons sur 20 ou un ballon et demi sur 10. D'accord ? Donc ça, c'est pas possible. Surtout quand on sait que la motivation, ça marche comment ? Ça marche à peu près à 2 sur 3. Hein ? Donc ça, c'est des études, c'est ce qu'on apprend en EPS, c'est ce qu'apprennent les profs d'EPS. Mais ça, c'est une donnée facile à retenir et qui est importante à savoir. Vous voulez rester motivé quand vous faites quelque chose, mais il faut que 2 fois sur 3, vous le réussissiez. Et là, votre niveau de motivation, il va être optimal. D'accord ? Si je fais un truc qui est trop dur et que j'y arrive qu'une fois sur 10, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Je me décourage et à un moment donné, j'abandonne. Si je fais un truc qui est trop facile, donc j'y arrive 10 fois sur 10, je le fais et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? C'est trop facile ton truc et puis je m'en désintéresse et puis là, j'ai envie de passer à autre chose. Par contre, si on m'amène sur une situation où j'y arrive quand même 2 fois sur 3, mais putain, il y a quand même 1 fois sur 3 où j'y arrive pas, et là, il y a le challenge. Là, il y a défi, et là, mon niveau de motivation, il est là. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'il faut toujours trouver la bonne adaptation du jeu, soit par la taille du terrain, soit par la hauteur du filet, soit par le contact qui va être aménagé, un ballon plus léger, le nombre de contacts, etc. Tous les aménagements vont être faits pour qu'en gros, on se rapproche de ce 2 sur 3 de réussite qui va permettre d'avoir de l'échange et en même temps d'avoir un peu du challenge. Voilà. Donc ça c'est vraiment une clé de compréhension qui est importante déjà pour les entraîneurs parce qu'il y a certains entraîneurs qui n'ont pas toujours cette clé de compréhension, mais quand ils l'ont, et ça c'est aussi quelque chose qui doit être expliqué, qui doit être donné aux parents. En progressant, votre enfant il aura un partenaire. Et souvent sur ces petites catégories-là, et surtout quand on débute, en fait, on a rarement les 3 passes. Hein. On arrive souvent, il y a c'est un jeu un peu ping-pong, un jeu de renvoi, et en fait, c'est malheureux, mais quand on débute, on en passe un peu toujours par là. D'où l'aménagement des règles à un moment donné. Quand on va faciliter ce premier contact, on va faciliter en fait la possibilité de faire une passe à son partenaire. Hein. Pourquoi le débutant il renvoie direct ? Parce que renvoyer direct, c'est plus facile que de donner à un partenaire. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc, il faut rendre plus facile la passe au partenaire par rapport au renvoi direct. Donc voilà, c'est un peu la réflexion derrière toutes ces règles adaptées et ce jeu aménagé. Alors notamment l'engagement, parce que le service, en fait, c'est rédhibitoire. En fait, rapidement, les enfants, ils arrivent à servir. Et notamment, des fois, il y a même des débutants, ils arrivent à envoyer au service, même en haut, ils envoient des boulets de canon. Et le service, en fait, ça vient tuer le jeu. Ça vient un peu bousiller les échanges. Donc, c'est souvent cet engagement qu'on vient un peu adapter pour faciliter les échanges et l'apprentissage. Pour ceux qui veulent vraiment creuser ce jeu adapté, il y a un document qui s'appelle Educ-Volley. Qui est téléchargeable sur le site de la Ligue. Donc vous pourrez le trouver, c'est un PDF. Vous pourrez consulter en PDF ou vous l'imprimer, mais c'est un truc qui est super bien fait. C'est en gros toutes les étapes d'apprentissage du volleyeur débutant. Donc c'est fait sur le modèle un peu scolaire, donc c'est du 6e à la terminale. Mais en gros, c'est toutes les adaptations du jeu, du volley pour les débutants, donc du 1-1 jusqu'au 6-6. Donc c'est un peu la Bible de l'apprentissage du volley, quoi. Voilà, si vous voulez. Donc donc ça, vous pourrez trouver ce document. Par rapport aux catégories d'âge, vous voyez qu'en fait les catégories d'âge garçons et filles sont calées ensemble, à l'exception des stages qui sont faits au niveau des départements et des ligues. Où on a un décalage entre les filles et les garçons. Alors, peut-être vous ne le savez pas, mais en gros, je résume. Les catégories d'âge, c'est M11, M13, M15, M18 et M20.
D'accord? Ça, c'est les catégories d'âge. C'est comme ça qu'en gros, vos jeunes vont évoluer dans les différents championnats départementaux, les championnats régionaux, y compris sur la Coupe de France. D'accord? On retrouve ces catégories où on monte en gros à peu près tous les 2 ans. Et en fait, sur les stages de sélection en département et en ligue, comme on est sur des objectifs de détection, on va décaler d'1 an chez les féminines. Pourquoi? Parce que les féminines ont un pic de croissance qui intervient plus tôt que les garçons. C'est-à-dire que, en gros, on est sur du 12 ans et demi sur un pic de croissance chez les féminines, alors qu'on n'est qu'à 14 ans chez les garçons. Donc, il y a presque 1 an et demi, il y a 1 an et demi d'écart, en gros, de décalage. Donc, d'un point de vue détection, c'est plus intéressant de regrouper les filles un petit peu plus tôt que les garçons. Voilà. Ça, c'était juste peut-être vous êtes posé la question du pourquoi les catégories d'âge. Voilà, c'était histoire de mettre du sens par rapport à ça. Des questions par rapport à ça ou c'est bon? Ouais. Moi, j'ai une question. Ouais. Tu parles des stages des comités, des choses comme ça, mais comment inciter les parents à envoyer leurs enfants sur ces stages? Déjà, faut leur expliquer. Donc, peut-être qu'on parlait des réunions de début d'année et tout ça. Donc, c'est déjà à ce moment-là où les parents ils doivent être informés. C'est-à-dire que beaucoup de parents, des fois, mon fils, ça fait 4 ans qu'il fait du volley. Je ne sais pas ce que c'est qu'un comité. Donc, vous avez des parents, ils ne savent pas ce que c'est qu'un comité. Et quand ils reçoivent un courrier de convocation à une sélection départementale, en fait, ils ne comprennent pas bien de quoi ils retournent. Ils ne savent pas si c'est voilà, mais si c'est du très haut niveau, enfin, voilà, c'est pas clair pour eux. C'est pas clair et c'est des fois pas clair aussi pour les entraîneurs eux-mêmes. Hein. Voilà, ils entraînent au club, ils sont bénévoles, ils ont été parents, des fois ils entraînent depuis 4 ans. Ils n'ont pas eu de jeunes qui ont été pris sur ces sélections. Eux-mêmes, déjà, ils ne comprennent pas bien. Ils n'ont pas trop de repères, donc ils ne savent pas trop est-ce que tel jeune a le niveau pour pouvoir y aller ou pas. Donc déjà, je pense qu'il faut que les entraîneurs soient à niveau d'information par rapport à ça, dans un premier temps, et que derrière, on puisse mettre les parents à niveau d'information sur comment ça fonctionne. Donc, pour vous expliquer un petit peu rapidement, en gros, on a une pyramide, hein, en fait, où les départements vont regrouper sur des stages pendant les vacances scolaires les catégories M11 et M13 sur du volume le plus large possible pour permettre aux jeunes d'avoir un volume d'entraînement qui va être un peu supérieur et surtout à déclencher des motivations parce qu'à un moment donné, on va les regrouper avec les gens d'autres clubs et qu'on va les apprendre à se côtoyer dans l'entraînement. À un moment donné, on va être regroupé aussi avec les meilleurs des autres clubs. Donc, ça va créer une émulation et ça va accélérer la progression. Donc, il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui va être complémentaire avec ce que propose le club. Voilà, les clubs pas toujours en mesure de proposer des stages d'entraînement pendant les vacances scolaires. Et certains clubs, même les mairies ferment pendant les vacances scolaires. Il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Donc, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Et voilà, donc ça fait partie du truc au niveau M13 pour les comités. Et après, en fait, on va avoir un système pyramidal où les meilleurs vont se regrouper à partir de M15 au niveau de la ligue. Et là, on va être sur du regroupement régional, d'accord, ce qu'on appelle les CRE. Et après, ces meilleurs des CRE vont participer à une compétition nationale qu'on appelle les Volleyades, qui est une compétition de détection. Et les meilleurs de chaque région vont être amenés à certains se voir proposer de rentrer sur l'ancien sport-études, donc de rentrer sur les pôles espoirs, où là, sur le pôle espoir, on va être plutôt sur un regroupement interrégional. Voilà, donc en fait, c'est un système pyramidal où en fait, on a au fur et à mesure le nombre de jeunes qui sont sélectionnés qui diminue, et puis plus on avance dans les catégories d'âge, plus les jeunes se regroupés à plus grande échelle. Hein, et en haut de la pyramide, après, ce sont les équipes de France Jeunes, etc. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. J'ai été clair par rapport à ça? Oui. Ouais. Alors pour continuer, sur l'organisation des plateaux jeunes, aider à l'organisation. Donc, organisation réglementaire d'un plateau, faut savoir ce que ça engendre. Hein. Faut installer les terrains avant, il y a les filets, il y a les mires, les chaises d'arbitre, il faut mettre le banc des remplaçants, il y a une table de marque à installer, une table de gestion sportive. Donc, à chaque fois, il faut trouver un arbitre. Le club doit trouver un arbitre. Il faut un marqueur pour mettre le score. Il faut compter les ballons au début, compter les ballons à la fin. Donc, en gros,
il y a tout un tas de tâches où des fois, on est parent, on vient voir son gamin, on ne se rend pas compte de qui fait quoi, mais souvent, c'est d'autres parents qui le font, c'est des bénévoles, c'est toujours des fois les mêmes personnes. Donc, aider à l'organisation, c'est… j'ai envie de dire, il faut aussi, il faut le demander, quoi. C'est-à-dire que souvent, on a d'un côté les clubs qui se plaignent en disant, ouais, de toute façon, les parents, ils déposent, on les croise, ils viennent, c'est des consommateurs, etc. Et puis, de l'autre côté, quand on interroge les parents et qu'on leur dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, dans le club, en fait, on m'a jamais sollicité. En fait, on m'a rien demandé. Voilà, on m'a pas dit, il y a besoin. On n'est jamais venu me parler. Pourtant, je viens dans les gradins, je vais voir mon fils depuis 4 ans. Il n'y a pas un dirigeant qui est jamais venu me voir pour discuter avec moi. Donc, en fait, j'ai envie de dire, souvent, les torts, ils sont partagés, quoi. Organisation d'accueil des parents. Donc, aussi, si vous voulez que les parents ils s'investissent, faut aussi prendre en compte leur venue sur les matchs. Donc, au départ, ça marche comment? Moi, je suis passé par un club où ça marchait un peu du feu de Dieu, mais il y avait un espace convivialité pour les parents, il y avait toujours du café pour eux, et il y avait toujours un dirigeant ou un bénévole du club qui venait pour faire du lien, discuter et mettre tout le monde un petit peu en interaction. Et ça, après, ça peut déboucher sur, moi j'ai connu, je partais en Coupe de France, 12 jeunes en Coupe de France, 24 par an. 24 parents présents sur même les déplacements. Tu allais à l'autre bout de la France, les 24 parents étaient là, les frères, les sœurs, et c'était la sortie du dimanche avec tous les parents qui se connaissaient entre eux, qui faisaient des bouffes, one-two barbecue, la glacière. Voilà. Mais en fait, ces dynamiques de convivialité autour des parents, ça s'amorce, ça se crée, et au départ, voilà, ça doit être une démarche un peu stratégique du club. Des fois, ça émerge tout seul sur un parent qui fédère, mais ça peut être aussi le club qui essaie de mettre ça en place. En perdant pas de vue que en fait, tous les parents et même les licenciés sont de fait les futurs dirigeants et bénévoles du club l'année suivante. Tout le temps. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Il y a le rangement de la salle, le nettoyage, vérification du nombre de ballons. Et trop souvent, en fait, faut le savoir, mais c'est l'entraîneur souvent qui se fait tout ça. C'est-à-dire que l'entraîneur de votre enfant, les 3 quarts du temps, il a ouvert la salle, il est là du début, c'est lui qui installe tout, et à la fin, c'est lui qui balaye et qui met les papiers dans des gradins dans la poubelle. Donc, voilà, avoir conscience de ça. Et souvent, c'est pendant ces plateaux jeunes que se fait en fait toute la vie du club et toute la communication interne du club. En fait, la vie du club, c'est souvent là que ça se passe, quoi. C'est sur les plateaux qu'on va organiser parce que les parents sont là, les bénévoles sont là. C'est le moment où les équipes se croisent, où on peut créer du lien. Donc, c'est là où ça vit. Ah oui, il y a une question sur rangement niveau Covid, comment s'organiser. En fait, ce qui est préconisé, effectivement, c'est d'essayer de nettoyer. Alors, tu as les petits chip sheets là où tu mets un petit peu d'eau de javel diluée dans ton sheet et puis tu essaies de passer là où tout le monde touche, c'est-à-dire effectivement les poteaux quand on attrape les poteaux, la table de marque, donc voilà, chacun les bancs parce qu'on s'adresse sur les bancs, donc effectivement essayer de nettoyer. Alors ouais, les ballons et matériel pédagogique, c'est vrai que c'est infernal, mais alors je sais qu'il y a un spray qui existe pour les ballons, c'est-à-dire que les ballons tu les disposes en fait par terre et tu mets juste un sheet et en fait tu laisses dans la pièce et je crois que ça nettoie et ça désinfecte un peu tout ce qui se trouve dans la pièce. Bon, il faudrait se renseigner, des trucs comme ça qui existent pour éviter en fait de nettoyer les ballons à chaque entraînement, parce que s'il y a 3 entraînements par soirée, c'est-à-dire que tu nettoies tes ballons 3 fois. Et en gros, je vous le dis, en une saison, vos ballons, ils vont être morts. Parce que si tu mets de l'eau de javel sur les ballons pendant une saison, tes ballons, ils vont être foutus. Donc, c'est une vraie problématique. Pourtant, il faut essayer de limiter. Même si c'est ce qui est préconisé, mais il faut le faire. Il n'y a pourtant pas de transmission avérée par le ballon. Je crois que j'avais lu un truc là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas démontré que les ballons transmettent, mais en tout cas, ça fait partie des précaux. Donc faut le faire. Je n'ai pas la solution miracle, mais techniquement, si on écoute les directives, il faudrait effectivement laver et nettoyer les ballons entre chaque groupe d'entraînement.
Voilà, c'est ça qui est préconisé. Une petite info sur les plannings et comment s'organisent les saisons. Alors, il y a un message, on peut essayer de faire une tournante de matériel si on a suffisamment. Ouais, idéalement. Mais bon, souvent, tu n'as pas un lot de ballons par collectif. Mais bon, ouais. Faire au mieux. Sur les calendriers, juste pour que vous sachiez comment ça s'organise, les calendriers, vous avez au départ la LNV qui sort son calendrier professionnel, puis la fédération qui sort son calendrier national, avec toutes les compétitions nationales. Hein, donc N3, N2 élite, en gros, et puis les Coupes de France jeunes. Une fois que ça sort, en général fin juin, début juillet, on a la Ligue qui va poser son calendrier régional, avec toutes les compètes ligues, les compètes régions en jeunes et en seniors. Et ensuite, donc ça c'est plutôt fin juillet. Et ensuite, on va avoir fin août les comités départementaux qui s'appuient sur ces deux calendriers pour ensuite mettre leurs actions départementales. Et en dernière lame, en général ça se passe début septembre, on a le club, une fois qu'il a le calendrier complet de tout ça, lui ensuite il va placer ses actions club. Et voilà, il va organiser, après ça c'est un gros travail d'organiser les matchs à domicile, donc dans toutes les catégories. Donc en général, tu es un club, tu as souvent 15 gymnases. Donc il faut que tu arrives à faire coïncider tous les calendriers de toutes tes équipes sur tes samedis soirs, tes samedis après-midi et tes dimanches, quoi. Donc c'est souvent un casse-tête et voilà, c'est souvent un sacré nœud, d'autant plus quand on est limité en termes de salles, de créneaux et qu'on a beaucoup de licenciés. Les créneaux d'entraînement la semaine, c'est un casse-tête aussi. D'accord ? Quand tu es dans une situation idéale, tu as ton gymnase pour toi, super, mais ce n'est pas toujours le cas. Si tu as ton gymnase pour toi, tu as tous les créneaux tous les soirs, toute la semaine. Et là, tu peux te dire, c'est facile. Hein. Je mets mes jeunes de façon préférentielle les mercredis après-midi, les samedis matins. Mes très jeunes, je les mets sur les premiers créneaux, c'est-à-dire de 18 à 19h30. Ensuite, je mets mes lycéens à 19h30 en suivant. Et puis, mes seniors s'entraînent sur le dernier créneau et ils font le créneau tardif du soir. Donc ça, c'est le monde des bisounours. C'est ce qu'on aimerait tous, mais la réalité n'est pas toujours celle-là. Parce que des fois, tu te partages le gymnase avec le handball. Parfois, le créneau du soir, tu ne l'as pas parce que tu as la gym volontaire qui est là et qui t'a pris ce créneau-là. Donc, ce n'est pas toujours évident. Puis des fois, tu es à cheval sur 3 installations sportives qui ne sont pas toutes au même endroit et tu rentres dans d'autres problématiques. Donc ça, c'est souvent un nœud. Et on est dépendant de la disposition des mairies. Il faut essayer d'avoir une logique par rapport à l'âge, donc par rapport aux créneaux qui sont tôt ou tard. On doit faire en fonction des encadrants. En général, les encadrants, ils entraînent 2 ou 3 équipes, ou alors ils sont joueurs les 3/4 du temps. Donc on est aussi en train de jongler avec la dispo de celui qui va entraîner. On aimerait que tout le monde s'entraîne 2 fois. On aimerait que tout le monde s'entraîne 2 fois, mais peut-être pas genre le lundi-mardi, parce que sinon ça va être long d'attendre jusqu'au dimanche. Donc on essaie d'avoir un jour de repos entre les 2 créneaux, donc d'avoir du mardi-jeudi puis du mercredi-vendredi. On essaie aussi de décaler les catégories d'âge pour que ça ait du sens par rapport à la progression des joueurs. Je prends un exemple, avoir les entraînements de M17, pas le même soir et pas en même temps que ceux des M15, pour permettre aux meilleurs éléments M15, éventuellement, d'avoir un entraînement supplémentaire avec les M17. Ou par exemple, avoir une pré-nationale qui s'entraîne à des soirs différents qu'une Nationale 3 pour que les meilleurs joueurs d'après-nat puissent peut-être faire un entraînement supplémentaire avec la N3. Donc, si on veut créer comme ça des passerelles de progression, on a aussi une logique de décaler des créneaux dans les catégories pour permettre un petit peu ces switches. Donc, voilà, vous voyez bien que c'est quand même, quand on gère un club, c'est un sacré sac de nœuds, comme on dit. Et trouver des encadrants, pour travailler qualitativement, et il faudrait un entraîneur par groupe, par équipe, une équipe de 8 jeunes quand on est en M13 normalement, et 12 jeunes quand on est à partir de M15 et qu'on joue en 6-6. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si on veut être efficace quand on entraîne des jeunes, en gros, si c'est des M13, il faut que j'ai 4 joueurs d'un côté, 4 joueurs de l'autre. Et là, je suis, on va dire, dans des conditions maximales d'encadrement. D'accord ? Je vais pouvoir les corriger, je vais pouvoir leur faire répéter un certain nombre de fois les actions, je vais pouvoir faire des petits ateliers, je vais pouvoir être efficient dans ce que je propose. Si je suis seul à encadrer 30 M13 dans un gymnase et qu'en plus j'ai qu'un terrain,
et que ça crie dans tous les sens, et que dans le terrain d'à côté, il y a les M15 qui s'entraînent et qu'eux aussi, ils sont 24. Donc, on est d'accord, c'est, je mets des guillemets, la foire à la saucisse. Et là, on est dans de l'animation et on n'est en aucun cas dans de l'encadrement qualitatif où on va pouvoir faire progresser nos joueurs. Donc, la problématique pour un club, c'est qu'il faut trouver autant d'encadrants qu'on a de collectifs. Et ces collectifs, il faut qu'ils soient raisonnablement à 8 ou à 12 dans ces cas de figure. Donc, trouver qualitativement des entraîneurs, des fois, la problématique du club, c'est que on trouve celui qui peut, hein, ou celui qui veut, d'accord. Donc c'est ça aussi la réalité des clubs. Donc, de trouver des encadrants, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre pour toutes les associations sportives. De trouver des encadrants qui vont être dispo et qui vont être motivés, c'est déjà la priorité. J'ai lui, il est motivé et il est là. Déjà, c'est une aubaine. Alors, si en plus il est bon et qu'il est compétent, j'ai envie de dire, c'est jackpot. Alors, j'ai une question. En M11, l'idéal, c'est un entraîneur pour combien de jeunes? M11, j'ai envie de dire, l'idéal, c'est, et c'est surtout sur cette catégorie, je trouve qu'il faudrait arriver à fédérer des parents, parce que souvent en M11, on a entre 10 et 20 gamins. Et en général, on a, parce que c'est le mercredi après-midi ou que c'est le samedi matin, on a un entraîneur qui essaie de jongler avec tout ça. Et donc, forcément, on ne peut pas bien bosser. Là, ce n'est pas possible. En fait, il faudrait avoir un entraîneur, mais avoir une multitude de parents qui puissent être fédérés autour pour pratiquer, et prendre une petite charge de responsabilité sur un atelier et venir participer à l'entraînement, ne serait-ce que pour encourager et être là pour accompagner l'entraînement. Donc ça, c'est un truc qu'on va aborder notamment demain. Donc j'en parlerai vraiment plus en profondeur quand on parlera de ça. Mais c'est fait dans d'autres sports. Mais dans d'autres sports, le baby, par exemple, le parent accompagne l'enfant tout au long de la séance. Il va pratiquer avec l'enfant. Prenez le baby gym, par exemple. La présence du parent est obligatoire pour faire le baby gym. Le parent, il est là, il accompagne son enfant sur tous les agrès, sur tous les ateliers, et il va faire les parades. Et on a l'animateur qui est là pour expliquer les parades, pour guider et pour faire tout le circuit de la séance de baby. Donc, vous n'avez qu'un entraîneur. Par contre, vous avez un parent présent à chaque fois, qui en plus joue le rôle d'un entraîneur, parce qu'il est là, il corrige, il accompagne, et il aide et il accompagne l'enfant dans sa progression. Donc, on pourrait très bien imaginer que sur notre baby volley, et ça se fait dans pas mal de clubs, sur le baby volley et sur le M11, il y a une vraie stratégie au niveau du club pour que les parents ils soient présents. Donc, organiser des ateliers. Puis au départ, c'est aller voir un parent. Tiens, est-ce que tu me donnerais pas un coup de main sur cet atelier? Il s'agit de faire ça. Là, il faut les aider là-dessus. Ils peuvent réussir comme ça. Et au début, le parent lui met un petit peu la main à la pâte de cette façon. Et au début, il aide sur un atelier. Et puis, progressivement, on arrive à des écoles de volley hyper qualitatives où, j'ai envie de dire, il y a une dizaine d'encadrants pour 10 gamins. Donc, c'est possible, mais ça s'organise. Faut quelqu'un qui soit capable d'organiser tout ça, qui soit capable de fédérer les parents autour de tout ça. Mais j'ai envie de dire, plus il y a d'adultes, plus on va être dans le qualitatif. Ça, c'est évident. Voilà. Mais ça j'y reviendrai un peu plus en détail un petit peu plus tard. Dernier point d'information sur le fonctionnement d'un club. Donc, un club, c'est d'abord un bureau exécutif, président, secrétaire, trésorier. C'est des membres élus qui font partie d'un conseil d'administration, ce qui est quand même très rare, parce que souvent, un club, ça fonctionne qu'avec le bureau exécutif, c'est-à-dire, ça tourne en général sur 2-3 personnes qui sont vraiment actives et qui font, entre guillemets, j'ai envie de dire, tourner la boutique. Et après, on a plutôt des gens bénévoles qui viennent sur différentes commissions et qui, toutes les commissions possibles. Ça peut être le partenariat, la communication interne et externe au club, toute la gestion administrative, la gestion sportive, la gestion événementielle, les moments de convivialité, tournois du club, etc. Gérer tous les équipements, puis la gestion technique, regrouper les entraîneurs, la formation des entraîneurs, etc. Donc, ce n'est pas les tâches qui manquent si on veut développer un club, mais souvent, ce qui manque, c'est les chevilles ouvrières et puis les volontaires. Les volontaires qui viennent bien s'astreindre à ce genre de mission.
Participer à la vie du club, voilà. Bah après c'est une vraie qualité, hein. Arriver à fédérer, bah c'est aussi, il faut que le bénévole, c'est comme le joueur, hein. Il faut qu'il soit motivé pour s'investir dans un club. Donc à un moment donné, il faut qu'il s'y retrouve, il faut qu'il trouve du plaisir à le faire, faut que ce soit voilà un moment plutôt sympa. Donc faut créer de la convivialité et faut parce que ça crée du lien social, hein. Moi le club, bon, j'ai toujours été dans un club et c'est le jour où je suis parti d'un club que je me suis rendu compte que ce que c'était que de plus faire partie de la vie d'un club. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai changé de ville. Au moment où j'ai arrêté le fait de jouer au volley, je me suis rendu compte tout le lien social que pouvait m'amener le volley à travers les amis avec qui on joue, mais les connaissances, les gens qu'on entraîne, les gens du bureau. Et finalement, c'est voilà, c'est plus qu'un club. À l'arrivée, c'est les amis, c'est les gens avec qui tu vas manger, c'est tout ça. Et ça, ça s'organise, ça se fédère. Donc, les parents, entre guillemets, j'ai envie de dire, faut aller les chercher et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire que quand on est parent, on ne veut pas que ce soit une contrainte. Si on doit donner 2 soirées dans sa semaine et un dimanche après-midi à un club, il faut que ce soit un plaisir. Il faut qu'à un moment donné, ce soit du gagnant-gagnant et qu'on y trouve son compte, hein, clairement. Hein. Donc, bon, voilà. Ça, c'était un deuxième point d'information. Je ne sais pas. Michel, Julien, comme vous êtes aussi dirigeant, qu'est-ce que ça vous inspire là, ce que je suis en train de dire par rapport au un peu, c'est un peu une politique de club tout ça, hein. C'est un peu des démarches que le club il doit entreprendre et il y a vraiment une vraie stratégie de politique de club, hein, à avoir sur comment on veut fédérer les parents et comment on veut entre guillemets que les gens s'impliquent dans notre club et fassent que le club c'est pas juste un endroit où on pratique un peu impersonnel, mais c'est vraiment un club familial et un lien de vie, un lieu de vie, j'ai envie de dire. Nous, on avait des loisirs, donc on avait déjà un peu ce cadre, un peu lien de vie que tu dis, mais c'est vrai que quand on a récupéré les jeunes, il y a 2 ans, on a réussi un peu à faire ça avec les jeunes entre eux. Mais effectivement, on n'a pas forcément pensé aux parents. Ce que tu disais, le café pour les matchs, des choses comme ça, c'est des choses qui nous est pas montées à l'esprit. Par contre, tout ce qui est goûter, fin de stage, goûter après les matchs, tout ça, c'est en fait, avec les joueurs, c'est des choses qu'on a mis en place. Mais du fait que de notre orientation dans le loisir, et c'est vrai qu'on ne s'est pas élargi à proprement dit aux parents qui, du coup, sont les jeunes. Et je me rends compte qu'avec le Covid cette année, ça va être un peu compliqué d'y mettre en place. Mais bon, on trouvera des solutions. Après, c'est pareil, moi, je sais que l'année dernière, j'avais essayé de faire des réunions avec les parents, choses comme ça. Et ça a du mal à prendre. Alors, est-ce que c'est la communication qui fait que? Est-ce qu'il y a des parents qui suivent pas du tout, ou est-ce qu'on était déjà sur des catégories déjà trop âgées et qui du coup sont plus ou moins déjà indépendantes? Pour Vichy, on est justement dans une phase un peu de passage à un club qui doit se restructurer un peu plus, parce ça fait 2 ans qu'on a pris des jeunes. Et là, maintenant, on a toutes les catégories et il faut qu'on se structure en termes d'entraîneurs et de bénévoles. Donc, c'est pour ça que tout ce que tu dis, François, est intéressant parce que moi, je n'avais pas pensé à faire une réunion par an, mais je suis vraiment dans cette période et il faut que je structure le bureau et qu'on trouve plus de gens disponibles pour le club. Parce que là, pour l'instant, je suis retrouvée avec 26 M15, enfin bon, des choses voilà, qu'on peut plus assumer tout seul, quoi. Moi, si je peux prendre la parole pour les parents aussi. Oui, vas-y, bien sûr. Donc, c'est Laure. Donc, moi, je suis en tant que parent et effectivement, mon fils, il débute cette année, il est en M15 déjà, il est grand. C'est très compliqué pour des parents d'oser venir dans le gymnase. Je le dis pas méchamment, enfin, c'est pas un reproche non plus, hein, c'est parce quand j'y suis allée dire bonjour, ils étaient toujours très cordiaux, enfin, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que souvent, si on a plusieurs enfants,
on les pose, on repart, on court partout et on n'imagine pas qu'on pourrait se rendre utile, ne serait-ce qu'en venant aider à ranger les ballons, quoi. C'est vrai que c'est difficile de se dire qu'on peut peut-être venir voir. Moi, ça a été difficile déjà pour moi de m'inscrire ce matin, de me dire, bon, je vais venir écouter. Je ne regrette pas d'ailleurs, c'est très intéressant. Mais ouais, on a du mal et je vois, on n'est franchement pas nombreux, à mon avis, vu le nombre de gens qui ont eu l'info. Toujours de toute façon du mal à fédérer les gens, l'association. Oui, c'est un enjeu majeur. Hein. De toute façon, un club ne peut pas se développer si à un moment donné, il n'y a pas, voilà, il y a pas là, entre guillemets, la main-d'œuvre pour faire des choses. Et puis, donc, oui, je comprends un peu que tu as eu des difficultés et les parents en général ont des difficultés. Enfin, ils arrivent, déposent leurs enfants, bon, ils ne savent pas, il y a l'entraîneur. L'entraîneur en général, il est là, il s'active. Et puis des fois, il n'y a rien qui se passe dans l'année. Hein. Oui. Clairement. Hein. Clairement. Donc c'est vrai que s'il y a une réunion en début d'année, c'est déjà un moyen de faire connaissance. Ça, c'est la première chose. Et après, l'entraîneur, être là un petit peu avant, essayer de discuter avec les parents. En fait, c'est toute la différence. Et en fait, les entraîneurs, j'ai envie de dire, comme ils sont le lien direct avec ses parents, j'ai envie de dire, c'est eux qui font toute la stratégie. Parce que c'est eux l'interface entre les parents, le licencié, et les gens dirigeants du club. Donc, à un moment donné, c'est aussi dans la stratégie du club, c'est éveiller un peu les entraîneurs sur une vraie stratégie sur comment on aborde les parents et comment on s'y prend. Voilà. À un moment donné, voilà, il y a clairement des entraîneurs qui disent « Oh non, moi, les parents, dans les gradins, je ne veux pas en entendre parler. » Et clairement, il y en a, ils sont comme ça. Pour moi, ils se trompent. Voilà. Moi, j'ai toute la différence entre ces clubs où il y a des bureaux, où tous les parents sont là, tout le monde est hyper investi. C'est mais on va au club voir le match parce qu'il y aura machin et ça va être un moment de retrouvailles, de fête, de convivialité. Et le club, ça devient voilà, il y en a qui te disent moi, mon club, c'était ma famille, c'est mon club, j'en changerai jamais. Je préfère arrêter le volley que de partir de ce club. Parce que j'ai envie de dire, l'aspect social est au-dessus de l'aspect sportif, presque même de la pratique du volley. Voilà, il y en a certains, en fait, ils font du volley d'abord parce que c'est social. D'accord ? J'y vais parce que je joue avec mes copines. Il faut savoir qu'il y a énormément de jeunes, notamment sur les catégories lycée, qui continuent l'activité, pas tant parce qu'ils sont mordus de l'activité, et quand ils viennent classer sur un questionnaire le pourquoi ils pratiquent le volley, l'aspect parce que j'aime l'activité, ça arrive en 3e ou 4e position. Ils viennent d'abord parce que moi j'y vais parce que c'est mes copains, mes copines et qu'on joue, on joue au volley ensemble depuis 3-4 ans et voilà. Et c'est pour ça qu'on a un énorme arrêt après 17 ans parce qu'en fait, au moment où les jeunes passent leur bac et éclatent dans les différentes universités, en fait, ne continuent que ceux qui sont vraiment mordus par l'activité. Et tous ceux qui étaient sur une motivation en lien social, donc mes copains, mes copines, mon attachement au club, en fait, s'y retrouvent pas. Et en général, c'est ceux-là qui peut-être essayent une année et finalement, comme ils ne retrouvent pas ce qu'ils ont connu et que ça devient un peu impersonnel, se retrouvent à abandonner l'activité volley. C'est pour ça qu'on a, mais c'est pas propre au volley, ça c'est propre au sport co et au sport en général. Il y a une énorme déperdition du nombre de licenciés sur le post-lycée. Et ça montre bien ça. Ça montre bien que l'aspect uniquement volley sportif, il est important, mais il n'est pas suffisant. C'est aussi pour ça que nos jeunes viennent au sport co et qui ne vont pas au lancer de marteau, avec tout le respect que j'ai pour les lanceurs de marteau. Mais même dans le lancer de marteau, je suis sûr qu'il y a dans les clubs d'athlètes, il y a un moment donné, on s'entraîne ensemble, il y a une émulation qui se crée et ce lien-là, il est important. Je ne crois pas qu'on va lancer le marteau tout seul un dimanche après-midi, non. On va en club avec des partenaires et on va lancer ensemble. Donc ce lien-là, il est important. Et je pense que c'est les entraîneurs qui sont, pour moi, la cheville ouvrière de ce truc-là. Et c'est toute la différence entre un entraîneur qui fédère ces jeunes, mais qui fédère les parents. Et c'est eux qui créent la vie du club. Voilà. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas rabâcher. Je pense que j'ai
je vais arrêter là-dessus. En plus, je vois l'heure, je vois qu'il est 11h41 par rapport à ce qui était prévu. Donc, en fait, moi, j'ai encore du temps d'intervention pour demain sur à la fois les principes d'apprentissage, on en a parlé un petit peu, mais ça, c'est important, et sur la manière dont on pourrait aider à l'entraînement, notamment. Donc, on va aller un petit peu plus loin là-dedans demain matin. Est-ce que d'ores et déjà, tout le monde est là demain matin, ou est-ce qu'il y en a qui ont des imprévus qui ne peuvent pas être présents? Moi, je ne serai pas là demain matin. Mais après, Moi, Ok. je serai là. Moi, je serai là et justement, François, est-ce que je peux convier les 2 filles qui entraînent les petits pour demain? À une condition, Michel, c'est que je compte sur Ouais. toi pour les briefer et leur faire un compte-rendu oral de ce qu'on s'est dit ce matin. Oui, Non, d'accord. je plaisante. Non, oui, ils peuvent nous rejoindre, il n'y a pas de… Bon, parce que comme je ne savais pas trop le contenu, si tu veux, de cette formation, moi, je me suis inscrite. Bon, elles l'ont eu aussi, mais je voudrais bien, je pense que ça peut bien les intéresser pour demain. Je vous invite demain peut-être à réfléchir si demain vous avez des questions à me poser, puis peut-être un petit sujet que vous voudriez qu'on aborde. N'hésitez pas à y réfléchir, et puis demain on prendra un petit temps. Je pense que demain j'aurai donc deux interventions, ça va faire 1 heure, et puis on se gardera peut-être la dernière demi-heure ou les dernières 20 minutes pour une espèce de petite foire aux questions, et voilà. Puis j'essaierai d'y répondre. Voilà. Alors moi, de mon côté, je serai pas là. Enfin, je serai peut-être pas là demain parce que justement, ils ont un premier déplacement et je m'étais proposée pour être chauffeur. Bon, je dis chauffeur ou je sais pas quoi, mais je verrai sur place. D'accord, ok. J'ai filmé l'intervention de ce matin. Je filmerai, je pense, j'enregistrerai, avec Zoom, on peut enregistrer en ligne, j'enregistrerai aussi l'intervention de demain. Donc, voilà. Donc, après, si vous le souhaitez, à votre demande, vous faites un petit mail. Je peux peut-être vous faire un WeTransfer et vous envoyer nos échanges. Ok. Voilà. Merci à tous pour ce matin. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci. Puis bonne journée à vous et puis à demain. Merci, demain. bonne journée. À demain. Demain. Au revoir. Au revoir tout le monde.